Je vous ai dit hier que je lisais Fondation de Isaac Asimov, enfin le cycle de la Fondation, tome 1, Fondation. Je crois que je vous ai dit que Malo a pas été est pas retourné sur Corel, mais il a atterri sur Siwena. Et donc c'est bon, il a réussi à s'en ressortir nickel. Du coup, il est rentré sur Terminus. Dans cette partie-là, fait une éclipse de quasiment un an. Et on retrouve Malo où en fait il s'est complètement enrichi puisqu'il marchande avec le commodeur de Corel. En fait, les marchands, ils ont le droit de garder 50% de leurs bénéfices. Et là, en l'occurrence, comme c'est le seul à marchander sur Corel, bah, il gagne très très bien sa vie, ce qui attire un peu les soupçons. Et il voudrait avoir une place au conseil, sauf que c'est compliqué pour lui parce qu'en fait, il n'est pas né sur Terminus puisqu'il est smyrnien, donc il vient de Smyrno. Il est naturalisé à Terminus et il a reçu une éducation laïque, donc il peut être conseiller malgré tout, mais c'est compliqué parce que face à lui, en fait, il y a Sut. Et Sut, c'est le secrétaire du maire, donc c'est lui qui l'a envoyé à Corel. Et il est un peu, enfin, il est un peu contre Malo en fait. Ils ont pas du tout la même vision des choses. C'est-à-dire que Malo considère que le système de religion de la science, bah, ils sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient donner et que bah, s'ils continuent avec ça, ils vont s'effondrer puisque depuis plus de 70 ans, ils n'ont pas réussi à convertir d'autres royaumes, donc d'autres systèmes planétaires. Il y a eu Ascon qui a été forcé, en fait, qui a été converti de force. Et bah, du coup, la plupart des planètes l'ont appris et ils ne veulent pas ça. Et donc, du coup, on l'a vu avec Corel, qui le dit d'ailleurs, qui fait référence à Ascon. En fait, il préfère se tuer que être soumis à Terminus et donc à la Fondation. Ce système-là est arrivé à son terme, en fait. Ils peuvent plus. Terminus, en fait, elle a main mise sur tous les planètes et tous les systèmes qui ont été convertis à la religion de la science. Mais maintenant, les monarques actuels ne veulent plus de ça. Le point de vue de Malo, et il considère que Sut, lui, veut vraiment continuer ça, mais que c'est pas la bonne direction. Et donc là, on a une conversation entre Malo et Jaël, qui est je sais plus c'est quoi sa fonction. Et donc Malo lui demande de l'aide au conseil, et puis par la suite, pourquoi pas être élu maire, et donc modifier la politique de Terminus, parce que c'est le maire qui décide de la politique de Terminus, et donc de la fondation. Sauf que petit problème, c'est que bah, Malo, quand il était sur Corel, il a livré un prêtre aux Coréliens et du coup c'est pas bon. En fait, il l'a pas réellement livré, mais voilà, il a laissé un prêtre mourir, ce qui est contre la loi de la fondation. Et comment Sut l'a su, c'est parce que Toern, qui était sur le vaisseau avec Malo, était en vérité il est du côté de Sut, en fait il collabore avec Sut et il a fait croire à Malo, enfin comment que ma phrase soit claire. En fait depuis le début on pense que Toern est du côté de Malo, sauf qu'en vérité il est du côté de Sut. Voilà, donc il a trahi, enfin il était là pour espionner Malo à ce moment-là. Donc, Malo explique à Jaël que de toute façon, son acte est très facilement explicable et face à la loi, c'est légal. Il l'a fait d'une raison, donc ça je l'ai déjà expliqué pourquoi il a livré le prêtre. Et Jaël lui dit oui, effectivement, tu vas sortir du procès innocenté. Le problème, c'est que aux yeux du peuple, tu auras laissé un prêtre mourir. Et ils sont tellement croyants que ça va pas passer, donc en fait ça va ruiner ta réputation. Et si ta réputation est ruinée, tu ne peux pas avoir de siège au conseil. Et donc c'est complètement mort. Et on apprend qu'en fait, Sut, c'est pas... il met la religion en avant, enfin la théorie de Jaël, c'est que Sut met la religion en avant, pas réellement pour la fondation, mais pour lui personnellement en fait, parce qu'au final peut-être que son désir c'est bah, de devenir roi lui aussi, de gouverner, mais pas de gouverner en tant que maire, donc pas dans une république, donc de faire de Terminus une monarchie. Et c'est pour ça qu'il met autant en avance la religion, parce que Jaël explique que Sut, à mon avis, c'est très bien que la religion arrive à un point, enfin je sais pas si on peut dire un point de non-retour, je sais pas encore, mais arrive à un point critique, quoi, où on sait qu'on est sur quelque chose où ça ne pourra pas continuer. Et en fait, ce qui a posé problème, c'est surtout le fait qu'ils aient forcé
une planète à se convertir. Et c'est là que ça devient problématique. C'est quand tu forces les gens à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et ça crée énormément de soucis. Et on peut faire encore une fois le lien avec notre société où quand tu forces les gens à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas, ça commence à poser problème et on commence à parler de ta religion ou de ton parti politique ou de que sais-je, en fait, parce que tu as forcé les gens à faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Donc du coup, ce que tu fais, ça veut dire que ce n'est pas si bien que ça. Parce que si c'était bien, les gens accepteraient de le faire volontairement et du coup, t'es pas quelqu'un de bien non plus, parce que tu forces les gens à le faire, tu leur laisses pas leur libre arbitre en fait. Donc après l'entretien de Malo avec Sud puis de Jaël, le chapitre qui suit c'est le procès de Malo qui a duré quasiment 5 jours et en fait le 5e jour c'est à son tour à lui de parler et dans son plaidoyer, Malo revient sur une scène en particulier qu'il a filmée et donc il la montre en version holographique pour que tout le monde voit bien cette scène. Et en fait c'est la scène du prêtre qui est dans le vaisseau en fait au moment où Malo décide de le renvoyer hors du vaisseau. Et donc il montre cette scène et il prouve via cette scène que le prêtre n'était pas un vrai prêtre. C'était pas un prêtre, donc du coup il n'a commis aucune faute et il n'a envoyé aucun prêtre à la mort. Et il sort du procès en grand prince, on va dire. Et après, du coup, ce procès, il dit à Jaël d'arrêter le secrétaire du maire ainsi qu'une autre personne, qui est le grand prêtre, si je dis pas de bêtises. Voilà, il veut les dégager, il dit je veux plus qu'ils soient là le temps des élections. Et les élections sont dans 6 mois, donc il veut être tranquille, donc c'est un peu long, mais voilà. Et du coup, cette partie-là, c'est marrant parce que elle fait écho à la fin de la deuxième partie, quand Hardin décide de faire un coup d'état pour devenir maire. Enfin, il est déjà maire, mais pour avoir les pleins pouvoirs. Avant, il était juste maire et il n'avait pas réellement de pouvoir. Et il a fait une espèce de coup d'état avec Lee. Et du coup, il est devenu maire avec des pouvoirs. Et donc là, ça fait un peu le parallèle. On a Malo et Jaël. Et le parallèle du coup avec Hardin et Lee. Et d'ailleurs, Malo fait même à un moment donné référence à Hardin, qui lui-même a fait un peu un coup d'état pour arriver là où il était, et lui veut faire pareil. Et sachant qu'il dit en gros, on est en plein dans une crise Seldon, la 3e, et je suis le seul à avoir la solution. Donc il faut que je devienne maire, et grand prêtre au moment où la crise va péter. Et donc Jaël lui dit mais du coup la crise elle va venir d'où, par qui? Il dit elle va venir de Corel. Et donc Malo dit oui, Corel va nous déclarer la guerre d'ici 1 à 2 ans, puisque ils sont armés par l'Empire. Et donc du coup de cette manière-là, Malo apprend à Jaël que l'Empire est toujours présent et lui dit oui, au niveau de la périphérie, ils sont plus là, mais au cœur de la galaxie, ils sont toujours présents et il suffit de peu pour qu'ils nous brisent. Et la fondation, elle est pas très stable à l'heure actuelle. Les fondations de la fondation ne sont pas top. Et on passe au chapitre d'après où on voit le commodore de Corel qui parle avec sa femme. Et en gros, sa femme, elle lui dit vous avez pris une décision, ça se voit sur votre visage, vous devriez déclarer la guerre à la fondation et tout ça, machin, nan. Et lui dit effectivement vous avez raison, ma décision est prise, je déclare la guerre à la fondation. Et on sait que cette scène-là se passe 3 ans après que Malo ait atterri sur la planète de Corel, soit 2 ans après le procès. Bah là, le début du chapitre que je viens de lire, et bah il y a un vaisseau de la Fondation qui va croiser le chemin, donc le vaisseau s'appelle la Nébuleuse Noire, et il va croiser le chemin d'un vaisseau de l'Empire. Ça y est, j'ai fini. Ça se finit où du coup on est 2 ans plus tard et Malo est devenu maire. Donc, et là en fait on a justement, comme je vous ai dit, juste avant en fait on a un chapitre qui fait 1 page où on comprend qu'il y a une guerre qui va être déclarée et en fait c'est les Coréliens qui ont déclaré la guerre à la Fondation. Et donc ensuite il y a tout un long chapitre
où bah, en fait ils sont en pleine crise, hein. Ils sont en plein dans la crise, à un moment de non-retour où il faut prendre une décision qui va tout changer, tout modifier. Parce que c'est un peu compliqué, Malo décide de recevoir en entretien Sut pour essayer de collaborer, de trouver une solution. Enfin, Malo explique à Sut, soit Sut se rallie de son côté, soit il est arrêté. De là, Malo explique son plan par rapport à cette guerre avec Corel, ce qu'il en est. Sut ne veut pas le suivre parce qu'il considère qu'à chaque fois il ne dit pas toute la vérité, qu'il y a toujours des sous-entendus dans tout ce qu'il dit, qu'il n'est pas franc. Et donc il veut pas le suivre en fait. Pour lui, c'est pas la bonne solution, c'est pas le bon truc. Du coup, Malo fait arrêter Sut. Et le plan de Malo, il l'a déjà dit, il a dit si moi je deviens maire, au moment où il y aura cette crise de Seldon, cette troisième crise, quand on sera en plein dedans, donc en gros moi je ne ferai rien, je n'agirai pas. Et c'est ce qu'il fait, il n'agit pas, il fait une guerre pacifique. Euh, et il explique que on arrive à un stade où la religion ne mène plus à rien et ça l'a suite à essayer de faire des choses avec la religion et ça n'a mené à rien, ça n'a pas résolu cette crise, elle est quand même là et donc il dit en fait on est arrivé au bout de ce que pouvait apporter la religion et là il faut passer à un nouvel ère qui est l'ère de l'économie et donc des marchands. Et il faut mettre en avant l'économie et c'est ce qui est important pour les gens, c'est l'économie. Il explique aussi que Seldon a tout calculé d'avance et c'est pour ça que finalement il n'a pas grand chose à faire, c'est que tout était déjà prévu d'avance par Seldon. Prévu tout ça en se basant sur la masse de personnes et pas que sur quelques individus. Et il dit aussi, pour lui, Seldon avait prévu la fin de la religion et la chute de la religion, de la science en fait. Et que maintenant il faut se baser sur l'économie et que c'est grâce à l'économie qu'ils vont gagner cette guerre contre Corel. C'est pas grâce à la religion. Et il explique pourquoi, puisqu'en fait, pendant 3 ans, il a vendu à la population de Corel des petites machines, des trucs du quotidien, des fours, des coupes, des couteaux électriques, enfin du coup atomiques pour le coup, enfin des ustensiles, des gadgets, des machines du quotidien. En fait, il a vendu des choses qu'on utilise au quotidien et également des machines pour les usines pour rendre leur rendement plus important. Sauf que si, au bout d'un moment, du coup, vu qu'ils sont en guerre, il y a un embargo des deux côtés, si au bout d'un moment ces machines vont tomber en panne, et ils le savent parce qu'en fait c'est un peu la- l'obsolescence programmée finalement, en fait, encore une fois on fait écho sur notre vie, avec l'obsolescence programmée des appareils, on le sait, nos machines à laver sont programmées pour au bout de 5 ans de nous claquer entre les mains et qu'on doit changer. Donc là c'est pareil en fait avec, les atomes, le côté atomique. Au bout d'un moment, les choses tombent en panne, il faut les modifier, les changer, les réparer et tout ça. Et en fait, comme il y a un embargo, il n'y a personne qui peut le faire, puisque sur Corel, personne ne sait faire ça. Donc ils dépendent de la fondation malgré tout. Et il explique que du coup, forcément, au bout d'un moment, les gens vont commencer à s'énerver de ne plus avoir ces petites choses du quotidien qui leur facilitaient le quotidien finalement. Et donc là, on parle aussi des femmes, hein. Voilà, le seul moment où on parle des femmes, c'est quand on parle des choses de la cuisine, hein. Mais bon, c'est pas grave. Et il dit, comme nous, si nous on faisait la guerre, si on répondait euh, au commodore de Corel, si on lui répondait qu'on faisait la guerre, le peuple enverrait leurs hommes, voire même leurs enfants, faire la guerre pour défendre tout ça. Sauf que là, comme on ne va pas faire la guerre, comme on ne va pas attaquer, comme on ne va pas bombarder Corel, et ben les gens vont pas envoyer leurs enfants, ils vont se rebeller contre le Commodore, ni plus ni moins. Et en fait, ça va aller doucement, ça va être très long en fait. Il explique, ça va mettre 2 ans, 3 ans, ça va être très long en fait. Ça va être une guerre longue et ça va mettre du temps. Ça va être une guerre pacifique et longue. Et le chapitre finit et donc par la même occasion la partie et de ce fait le livre se termine avec une petite partie de l'Encyclopédia Galactica, ce qui est ce qu'on voit au tout début. En fait, de temps en temps, on l'avait surtout au début, un peu moins jusqu'à présent, mais on a de temps en temps
une petite partie qui vient de l'Encyclopédia Galactica, qui est ce que les premiers membres de la fondation faisaient, ils ont continué à faire, hein, qui parle, et ça nous permet d'avoir des infos en fait sur l'univers et d'avoir des réponses à certaines questions. Par exemple, au tout début du livre, on te parle de Harry Seldon, voilà, et ça vient de l'Encyclopédia Galactica. Et donc, on commence le livre avec une partie de l'Encyclopédie Galactique et on finit le livre avec une partie de l'Encyclopédie Galactique, donc Encyclopédia Galactica. Et là, on te parle, donc on commence par Harry Seldon, qui est la base de la psychohistoire et de tout ce qui va s'en suivre dans le livre. Et on finit par Corel, qui est la base de la troisième crise de Seldon, en fait. Donc en même temps, il y a aussi un lien. Et on te dit que Corel, c'est ainsi qu'après 3 ans de la guerre, sans doute la plus pacifique de toute l'histoire, avec un grand H, bien évidemment, la République de Corel capitula sans condition. Aubert Malo prit alors place au panthéon de la Fondation auprès de Harry Seldon et de Salvor Hardin. Salvor Hardin est quand même celui qui est à l'origine de la résolution de 2 crises de Seldon, donc les 2 premières crises, Malo, et de la deuxième qui est peut-être la plus longue, en fait, celle qui a pris la plus d'importance parce qu'elle était longue et qu'on a vraiment eu une guerre, alors qu'Harry Seldon a toujours évité les guerres. Là, Malo a dû faire face à une guerre réelle et en plus une guerre, non pas directe en plus, j'allais dire directe avec l'Empire, mais pas du tout, justement indirectement avec l'Empire. Et encore une fois, avec son côté, c'est pas avec la religion qu'on va résoudre les problèmes, c'est avec l'économie. Et on fait la guerre avec l'économie. Ça fait aussi écho à notre monde d'aujourd'hui et d'hier, en fait. Rien de mieux pour plier un pays, c'est de, excusez-moi du terme, mais niquer son économie. C'est de créer des embargos, des blocus sur des choses. C'est d'empêcher certains pays d'être libres ou autres. On le voit, si tu mets un embargo sur un tout petit pays qui est une île, comme par exemple Cuba, ça a été le cas, c'est très compliqué, on l'a vu, les États-Unis étaient en embargo avec Cuba pendant des années, il n'y a pas très longtemps qu'ils ont retiré leur embargo. Si tu mets un embargo sur une île comme Hawaï par exemple, c'est compliqué aussi pour eux en fait. Donc tu les plies à ton désir, en fait, tu les soumets à toi. Alors que pour des pays un peu plus gros, qui ont plus de ressources, voilà, c'est plus facile. Par exemple, la Russie, tu leur mets un embargo. Je sais pas si grand chose les bloque, mais bon, tu me diras qui aura envie de mettre un embargo contre la Russie ou contre la Chine par exemple, je suis pas sûre, mais bon, voilà, en fait, tout marche économiquement. C'est pareil, pourquoi on condamne pas la Chine ou la Russie sur certains trucs politiques qu'ils font? C'est parce que derrière, il y a un intérêt économique, on a besoin d'eux, en fait. Si demain, tout le monde, tous les pays, les gros pays en tout cas, condamnent la politique chinoise, et ben vous n'avez plus de téléphone, vous n'avez plus de chaussures dernier cri, vous n'avez plus des fringues à 3 francs 6 sous, vous n'avez plus tout ça en fait. Il y a une économie et on peut rebondir sur potentiellement les Ouïghours. Pourquoi finalement l'État ne réagit pas trop, au-delà de ne pas vouloir créer d'incidence politique, c'est que derrière il y a une raison économique. On ne peut pas, malheureusement, de nos jours, se passer de la Chine. En fait, l'économie, aujourd'hui, a beaucoup plus d'importance que la religion. Ce qui était le cas à une époque, la religion avait plus d'importance que l'économie. Puisque dans les anciens temps, la religion avait plein de pouvoir, en fait. Puisque les rois étaient très croyants et c'était la religion qui primait surtout. Puis ensuite, l'État s'est séparé de l'Église. Et encore, parfois, on se demande... Hein, si on prend l'exemple des États-Unis, le président jure quand même sur un livre religieux, donc Bible, Coran ou Torah, ou autre, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais voilà, c'est les 3 plus grands. C'est quand même très compliqué. Dans les tribunaux, on voit quand même, c'est marqué, hein, seul Dieu peut me juger, c'est compliqué. Donc la religion est quand même encore présente, mais elle est un peu plus obsolète. Aujourd'hui, c'est l'économie qui a plus de pouvoir que la religion, et heureusement. Enfin, je sais pas si c'est réellement mieux, mais on voit que malgré tout, la religion est quand même là, hein, parce que des guerres de religion, ça existe, et à l'heure où cette vidéo est tournée, il n'y a pas très longtemps, voilà, on sait ce qui s'est passé en Afghanistan. Finalement, la religion a encore son importance, mais
mais elle a un rôle moins grand que l'économie. Voilà, sur ces belles paroles très joyeuses et ce parallèle très... Bah, sur ça, j'ai fini en fait ce que j'avais raconté là-dessus. J'ai fini le tome 1. J'ai lu le début du tome 2. Et du coup, au début du tome 2, on commence par... donc la partie s'appelle le général. Et on commence justement avec un général de l'Empire qui rend visite à Dusembar. Et Dusembar est un vieillard que Malo a rencontré quand il a été sur la planète Siwena. En fait, si vous vous souvenez, quand je vous ai dit, Malo a donné le commandement à son sous-commandant et il a quitté son vaisseau et je pensais qu'il était retourné sur Corel et en fait non, il atterrit sur Siwena. Et donc sur Siwena, il a rencontré un vieillard, donc Dusembar. Dusembar, en fait j'ai un doute si Dusembar c'est pas le fils du vieillard que Malo a rencontré, mais Malo a rencontré un vieillard. Et en plus, en vue des technologies que Dusembar a, j'ai pas lu beaucoup, j'ai dû lire 2-3 pages. Hein. Donc du coup, je me pose la question de est-ce que c'est Dusembar Non, bah c'est son fils. Parce que j'ai ouvert au pif et je suis tombée sur la bonne page. En fait, c'est Onumbar était un vieil homme à présent. Malo a rencontré Onumbar qui lui a raconté un peu ce qui s'était passé dans ce système planétaire là en fait, notamment pour Siwena, et que l'Empire était toujours présent et tout ça. Et donc là, le tome 2 commence où le général, je sais plus comment il s'appelle, Belrioz, rencontre Dusembar. Et on sait que Onumbar a un fils, il lui reste un seul fils sur tous ses enfants. Je me dis, est-ce que Dusembar n'est pas son fils et donc il a un peu de la technologie atomique, mais en même temps je me dis peut-être que cette scène là se passe avant justement la fin du tome 1. Peut-être pourquoi pas il n'aurait pas fait une remontée dans le temps pour nous présenter des nouveaux événements et qu'après on revienne à la suite de ça. Je sais pas encore, comme j'ai lu que 3 pages je peux pas m'avancer et puis on l'a vu, quand je m'avance trop rapidement, je me trompe un peu, en même temps je suis pas l'auteur. Voilà. Mais en tout cas, il est super bien comme livre, il se lit super vite. Et de temps en temps, il y a sur certaines phrases, j'étais un peu perdue, je comprenais pas la phrase, mais en gros, ça m'a pas gêné dans ma lecture, ça m'a pas gêné du tout. On comprend carrément où l'auteur va, ou vers quoi il nous emmène, sans pour autant savoir d'avance ce qui va se passer en fait. On sent qu'on est, à chaque fois qu'on va être confronté à des crises, mais on ne sait pas forcément de quelle manière elles vont être et comment elles vont être résolues. Mais on se laisse aller et on y va. Et on peut sourire parce qu'on peut facilement faire des parallèles avec notre vie. Et ce qui arrive parfois dans tout ce qui est dystopie et science-fiction, ça arrive très souvent qu'il y ait des parallèles avec la vie actuelle. En fait, c'est une sorte de critique de notre monde actuel. Je ne sais pas en quelle année a été écrit ce livre. Tu me diras, il est écrit il y a très longtemps, puisque Isaac Asimov, 1920-1992. Tu m'étonnes qu'il est misogyne, vu qu'il est mort dans les années 90. C'est pas étonnant ce qu'il pense des femmes. Ce serait 1951, ah oui, quand même. Ça a 80 ans, quoi. Et ah oui, et du coup, c'est très facile à lire, parce qu'en fait, c'est énormément de dialogue. C'est quasiment que du dialogue. Il y a très peu de descriptions, et merci mon Dieu, parce qu'on sait à quel point j'ai du mal avec les descriptions et j'aime pas ça. Et là, on te décrit juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que il aurait pu partir sur des descriptions de vaisseaux, par exemple avec les vaisseaux marchands, te décrire les vaisseaux. Mais non, pas du tout, parce qu'en fait, dans le fond, on s'en fout de savoir à quoi il ressemble le vaisseau, concrètement. C'est pas du tout, on n'a même pas besoin de savoir ça. En fait, on s'en fout. Donc, tant mieux, on nous décrit pas les bureaux. Enfin, quand il y a des gens qui rentrent dans un bureau parce qu'ils vont avoir un entretien, généralement on est là en train de nous décrire le bureau. Là, on ne nous décrit pas le bureau. Merci de pas faire ça. Voilà, il n'y a que du dialogue. Il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui adorent les descriptions et donc du coup forcément ça va être dérangeant pour eux. Mais moi comme j'aime pas la description, enfin j'ai du mal avec le trop de descriptions, du coup je suis bien contente. Là il y en aurait peut-être pas assez, mais ça m'a pas gênée parce que moi j'ai pas besoin de pour imaginer des lieux en fait. Enfin,
bon, c'est peut-être parce que j'ai un côté imagination débordante et que j'associe toujours aux choses que je connais, donc potentiellement à des films que j'ai déjà vus de science-fiction ou des lieux que je connais personnellement. Enfin, je le conseille. Après, si vous aimez pas la science-fiction, enfin si vous avez déjà testé la science-fiction et que vous aimez pas, enfin pour moi ça peut quand même le faire parce que comme il n'y a pas de description, c'est pas gênant en fait. En fait, ce livre-là est dans la science-fiction seulement parce que ça se passe pas dans notre galaxie, dans une autre galaxie avec plein de systèmes planétaires, et que ça se passe en l'an 12 000 et qu'il y a des trucs un peu futuristes et tout ça. Mais en soi, comme il n'y a pas de description, en fait, c'est pas gênant. Bref, on va s'arrêter là. J'espère que mon blabla, mes explications, tout le résumé de ce livre, vous avez réussi à supporter. Que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, de ces vidéos. Je ne sais pas encore si j'en fais deux. Je pense très certainement qu'il y aura deux parties. Donc j'espère que voilà, vous serez arrivé au bout de la première partie et au bout de la deuxième partie. Et que voilà, ça vous a plu, que peut-être ça va vous donner envie de le lire, parce que honnêtement, même si je vous ai beaucoup résumé le livre, je vous ai pas forcément tout dit, il y a des détails que j'ai pas forcément dit parce que j'ai pas pensé ou autre, donc lisez-le, parce qu'en fait le plus important, ce que je dis toujours, et je crois que je l'ai déjà dit, le spoil, en fait c'est pas l'événement final qui compte, c'est comment on arrive à l'événement final. Et par exemple, Malo est un homme. On pourrait penser que parce que c'est un marchand, c'est pas un homme très intelligent, parce qu'on a... Enfin, honnêtement, moi, quand tu me dis un marchand, j'ai la vision d'un mec un peu teubé. Désolée, hein, mais... Voilà, et en fait, Malo est quelqu'un de très intelligent, et dans la façon dont il explique ce qu'il va faire et pourquoi, par exemple, quand il explique ce qui se passe avec le prêtre, c'est très intéressant. Et moi, je vous l'ai pas forcément dit correctement ou avec des termes corrects et tout, et lui, c'est vraiment non. Quand il explique pourquoi il va pas agir contre Corel et tout ça, franchement, c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai raconté l'histoire, mais il faut le lire quand même. Il faut vraiment le lire quand même, parce que il y a plus que ce que j'ai pu dire en fait, et c'est plus intéressant d'avoir les propos d'Isaac Asimov, de voir ce qu'il a écrit, comment il a écrit les phrases et comment il a dit, que ce que moi j'ai raconté. C'est beaucoup plus évolué, hein, parce que mon vocabulaire, j'ai beaucoup de vocabulaire à l'écrit, mais à l'oral, on a l'impression que j'ai oublié mon dictionnaire très souvent. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Si vous lisez des livres, bah dites-moi ce que vous lisez. En même temps, vous pouvez pas lire autre chose que des livres, vous me direz. Et sinon, si vous regardez de la science-fiction ou pas, ce que vous avez regardé. Et voilà, du coup, mais oui, mais non. Je vous dis bonne journée, bonne nuit, à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao! Je voulais tellement finir Fondation là d'Isaac Asimov que j'ai même pas fait attention à l'heure. Ensuite, je vous ai tourné un petit bout de Roche à la fin en fait pour vous parler de ça pour la vidéo. Et j'ai pas vu l'heure. Et là, je regarde l'heure. Il est quasiment 1h du matin. C'est qui demain qui va pleurer parce qu'elle est fatiguée? Hein? C'est Bibi. Parce que tout à l'heure, pendant que je lisais, en fait, je m'endormais à moitié. Et je me posais la question, pourquoi je m'endormais à moitié? Mais c'est normal, en fait, il est minuit passé. Et puis là, je vous retourne sur Roche pour vous dire ça.